Laure Bans, bonjour. On va parler avec vous de votre dernier ouvrage. C'était l'âge d'or de Fécamp. Dans le titre, je ne dis pas qu'on a tout dit, mais enfin on comprend qu'on va revenir sur l'histoire de cette ville. Souvenir de jeunesse de Victor Bans, né en 1902. Alors Victor Bans, c'est votre grand-père par alliance. Effectivement, alors il a, dans la deuxième partie de sa vie, il a voulu se remémorer sa jeunesse, et c'est le fruit de son travail et du vôtre, que vous avez collecté tous ces souvenirs, avec des photos, on va y revenir dans quelques instants, tout à fait intéressantes. J'ajoute de très bonne qualité, c'est pas toujours évident en cette période. Donc toute sa jeunesse, c'est ce livre que vous racontez. Fécamp a énormément bougé. Qu'est-ce qui était la caractéristique principale de Fécamp à cette époque ? Alors à cette époque, c'était l'activité qu'il y avait d'abord sur le port, parce qu'effectivement, il y avait énormément de bateaux. C'était une ville très active, hein. Les bateaux partaient à Terre-Neuve, pêcher la morue. Quand les marins rentraient, ils se mettaient à pêcher le hareng. Et donc, c'était un port qui vivait à partir de la pêche essentiellement, plus tous les métiers dérivés, les voiles, les filets, la transformation du poisson. Alors, vous parlez des Terre-Neuviers. Moi, j'aurais dit Terre-Neuvains. Alors, Fécamp, on dit Terre-Neuviers. C'était une aventure extraordinaire, on peut revenir quelques instants. Donc les femmes, les enfants et les personnes âgées restaient à Fécamp et les hommes de mer partaient pour de longs mois. 6 mois. C'était très très dur. C'était très très dur. Et parfois ils ne revenaient pas. Et parfois, ils ne revenaient pas. Et c'était très, très dur parce que, par exemple, j'ai appris que pour les communions, les dates des communions étaient déplacées pour que les pères soient là au moment de la communion, parce qu'ils s'en allaient vraiment 6 mois pendant lesquels ils n'étaient pas du tout dans la ville. Et c'était les femmes qui dirigeaient la famille et qui prenaient toutes les décisions. Donc, c'était vraiment des vies difficiles. Et en plus, les enfants étaient embauchés très tôt dans ce travail parce qu'on était Terre-Neuva de père en fils. Alors, on va voir une photo d'ailleurs, là c'est le hareng qui est déchargé sur les quais. Il y a une activité assez extraordinaire à ce moment-là. Et puis il y a toute une chaîne pour s'occuper du poisson, pour entretenir les bateaux. C'est un travail énorme. Tout à fait. Pour le hareng, quand les harengs étaient pêchés, c'était des énormes pêches parce qu'en fait, ce sont des bancs qui descendent d'Écosse et qui venaient devant la ville. Et à ce moment-là, les bateaux sortaient et quand ils rentraient, ils étaient pleins jusqu'à la gueule, si on peut dire. Et après, s'organisait tout un travail de transformation. Et les femmes récupèrent le poisson. Bien sûr, et longtemps après d'ailleurs. Hein, il y a encore des femmes à Fécamp qui ont travaillé le hareng, à sortir les filets, et après les mettre éventuellement, alors soit à saurir, soit à fumer dans les fameuses boucanes qu'on avait encore à cette époque et dont il y a quelques vestiges à Fécamp, où en fait on faisait fumer des copeaux de hêtre et ça permettait, les harengs accrochés dans les cheminées fumaient et on les vendait après. Et on pouvait les conserver. À une époque, il n'y avait pas les congélateurs. Exactement. Alors un mot encore du port, vous évoquez votre grand-père qui peut traverser, ça paraît incroyable, qui peut traverser en passant de bateau en bateau, il traverse carrément le port. À l'époque, c'était faisable. Exactement. On a du mal à y croire aujourd'hui. En 1902, il y avait encore 75 Terre-Neuviers à Fécamp et jusqu'à la guerre de 14, il y en a encore eu une cinquantaine. Donc en fait, le bassin Bérigny était plein. Effectivement, les enfants de cette époque se rappellent très bien qu'ils traversaient le bassin. Une dame m'a même raconté que son frère l'envoyait pour aller chercher des cigarettes à bord auprès des marins. C'était vraiment dans les souvenirs de jeunesse de cette époque, ça faisait partie de la tradition, quoi. Alors, Victor Bans, par votre intermédiaire, raconte aussi l'arrivée du train. Alors, le train, c'était un peu la révolution, hein, en quelque sorte. On construit une gare à Fécamp, bien évidemment, et on peut se rendre en train. Là, la ligne aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose, mais on peut se rendre facilement à Dieppe, facilement au Havre et relativement facilement à Paris. Oui, on mettait 4 heures pour aller à Paris et à peu près... Alors 1h30 au Havre, moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Ben oui, mais parce qu'il y avait des arrêts partout, c'est un peu comme les voitures à cheval. Hein. Les voitures à cheval, on mettait 4 heures pour aller à Étretat parce que la voiture s'arrêtait partout et le train, c'était un petit peu pareil. Le train s'arrêtait dans toutes les petites gares. D'ailleurs, le grand-père se rappelle très bien que quand il était petit, il prenait le train et il rentrait à pied, en fait. C'était un but de promenade. On prenait le train, c'était la sortie le dimanche et on rentrait à pied. Et donc, ça s'arrêtait bien partout dans toutes les petites gares qu'on voit encore, d'ailleurs, hein, qui subsistent, mais évidemment où le train ne s'arrête plus.
Alors, vous parlez également de ce qu'on appelle les métiers disparus. Alors, bon, il y a notamment le ferblantier, c'est celui qui répare les casseroles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à les jeter, c'est sont abîmés. À l'époque, on les réparait. Ah oui, oui, il y avait il passait dans la rue. Rien. Il passait dans la rue, hein, comme les aiguiseurs de couteaux ou les rétameurs, et ils prévenaient les gens, et les gens leur descendaient les casseroles, et effectivement, on réparait les casseroles, les trous, alors que maintenant, effectivement, ce serait inenvisageable, quoi, hein. Alors, j'ai découvert aussi qu'il y avait l'horloger qui passait de maison en maison pour remonter les horloges. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait un horloger en particulier? Parce que les gens pensaient que la mécanique de l'horloge était quelque chose de délicat et donc préféraient faire venir l'horloger. C'était normal, c'était dans sa prestation. Quand on avait une belle horloge sur sa cheminée, on faisait venir l'horloger pour remonter les balanciers. Alors, et puis il y a les marchands de plaisir, ça n'a rien d'inconvenant, bien au contraire, puisqu'il s'agit de friandises en fait. C'était des sortes de petites crêpes assez fragiles. Donc le vendeur avait une espèce de cône sur la tête, si j'ai bien compris, d'après la description du grand-père, dans lequel étaient rangées ces petites crêpes. Et il défilait dans la rue en criant « marchand de plaisir, mesdames, n'oubliez pas les plaisirs », etc. Et c'était, comme d'ailleurs tous ces sons de la rue, c'était fort sympathique. Alors, et puis, alors, il y a, j'allais dire, les malheureux. Alors, vous évoquez, on les appelle les soleils parce qu'ils attendent un hypothétique travail au soleil quand il y en a. Bon, c'était un peu les hommes à tout faire, un peu les clochards d'aujourd'hui. On leur donnait un peu de travail. C'était aussi assez particulier parce qu'il y avait quand même de la pauvreté. Oui, oui, on les appelait aussi les grappilleux parce qu'en fait, ils avaient au bout d'une corde, ils avaient un grappin qui balançait le long du quai et ils récupéraient comme ça tout ce qui tombait au fond de l'eau entre le quai et le bateau. On les appelait aussi les rats de quai, mais c'était des gens que les enfants aimaient bien chahuter un peu parce que dès qu'ils avaient 3 sous, évidemment, ils allaient le boire au bar, oui. Etc. Mais il y avait effectivement toute une population aussi qui vivait comme ça sur le port, profitant aussi, par exemple, quand on déchargeait la morue ou le hareng, ils étaient là aussi pour donner un coup de main. Ou bien quand on déchargeait les madriers, il y a un très beau cliché dans le livre où on voit des madriers qui sortent d'un bateau. À ce moment-là, on donnait aussi un coup de main parce que c'était très lourd. Tout était sujet à petits coups de main comme ça. Alors, vous évoquez l'alcool à consommer avec modération. Le cidre, c'est pas très alcoolisé, mais c'est aussi une réalité économique de l'époque. Alors moi, j'ai découvert dans votre livre qu'on pressait le cidre sur le trottoir à côté de la maison. C'est incroyable, ça. Mais oui, parce qu'on n'avait pas de place. Dans les maisons en ville, on n'avait pas de place, mais comme on avait quand même, on récupérait des pommes. Pardonnez-moi, ça ne se faisait pas qu'à la campagne, c'est ça que je veux dire. Ça ne se faisait pas qu'à la campagne, et comme on n'avait pas de place dans les maisons, on faisait ça sur le trottoir au moment du pressage du cidre. Alors, il y a le cidre doux, ensuite un peu plus fermenté. Voilà. C'est toute une organisation, là encore. Oui, oui, il y a la boisson qui était en fait de l'eau qu'on passait dans les derniers tamis et qu'on buvait tous les jours, et c'était, il paraît, assez mauvais pour l'estomac. Mais c'était la boisson de tous les jours. Alors, on va terminer par une période triste, en même temps très forte. Je parlais de la Première Guerre mondiale. À Fécamp, comme à Sainte-Adresse, on va accueillir le gouvernement belge en exil et il va y avoir des troupes belges qui vont s'installer, y compris chez l'habitant à Fécamp. Ça va transformer la vie des Fécampois. Oui, parce qu'en octobre 1914, 2000 jeunes recrues belges ont débarqué à Fécamp. La ville, n'ayant rien pour les héberger, a fait un appel au peuple, si je puis dire. Et les Fécampois sont venus à l'arrivée des trains. Le boulevard était plein, tout le monde était en liesse. Et vraiment, ces jeunes recrues, qui n'étaient pas en fait des soldats, hein, qui étaient des jeunes qui allaient recevoir une formation pour après pouvoir partir à la guerre, ont été hébergés par les Fécampois et très bien accueillis, puisque de génération en génération, l'amitié est restée assez constante, y compris dans ma famille, hein, puisqu'on connaît finalement les descendants de ce fameux soldat qui est venu et qui a été hébergé par la famille à l'époque. Et puis il y a des Belges qui se sont mariés avec des Françaises. Bien sûr. C'est une réalité qui ont gardé des liens très profonds entre les deux pays. Alors, des choses un petit peu moins gaies, les suicides. Vous dites qu'il y en a beaucoup. Alors les suicides, c'est soit du haut de la falaise, soit carrément dans le port, mais on ne s'en aperçoit pas toujours. On s'en aperçoit pas toujours parce que comme les bateaux restent à quai 6 mois, au moment où ils ne sont pas sur les bancs de Terre-Neuve, les cadavres restent coincés sous les bateaux. Et en fait, quand les bateaux sortent, on voit les cadavres monter à la surface. Et il y avait aussi la falaise. On allait au sud de Fécamp. Il y avait un pic qui n'existe plus d'ailleurs, hein, du côté de Grinval, où on se suicidait sur ce pic qui était un peu un peu au-dessus un peu en dessous de la falaise. Et les jeunes filles aimaient beaucoup aller se suicider
suicidé là, parce que ça devait être beaucoup plus représentatif d'un geste de leur détresse, souvent, quand elles estimaient être déshonorées. Alors, vous expliquez d'ailleurs qu'il y a il y a des haies, il y a du grillage. Il faut garder une largeur de 3 mètres pour que les douaniers puissent passer. Les fameux chemins des douaniers. Alors évidemment, c'est par là que ces jeunes filles se retrouvent. Alors, un tout dernier mot rapidement. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, mais il y avait une vie culturelle quand même très active, notamment grâce au casino. Le casino avait énormément de spectacles. On faisait venir des chanteurs d'opéra, du théâtre, les tournées barrets, par exemple, venaient. Il y avait aussi les dames de Fécamp qui prenaient des initiatives, qui organisaient des cours de danse pour organiser des balles avec les jeunes filles, pour que les jeunes filles rencontrent les jeunes gens de l'époque. Et il y avait effectivement des fêtes somptueuses au casino. Il y avait une très belle salle des fêtes. Il y a un cliché dans le livre où on voyait cette salle des fêtes énorme où toutes ces représentations avaient lieu. Laure Borns, merci. On aurait envie de discuter davantage avec vous, mais je crois que le mieux, c'est tout simplement de découvrir votre ouvrage, dont je rappelle le titre, c'était L'âge d'or de Fécamp, souvenir de jeunesse de Victor Borns, né en 1902. Merci beaucoup. Merci.